Salut, c'est Yves. Alors pour ce 7e épisode de SSH, je me suis dit qu'on allait revenir cette fois sur les fichiers qui permettent de contenir la configuration et tous les éléments qui tournent autour de SSH. Donc on va faire un petit aperçu des fichiers liés à SSH sur la machine. Alors pour bien comprendre cette vidéo, je pense que c'est une bonne idée d'avoir vu les épisodes précédents. Je mettrai un lien en haut sous la forme d'une fiche ainsi que dans la description pour que vous puissiez les voir si vous ne les avez pas déjà vus. Alors sur mon système, la configuration générale, le comportement du serveur SSH et des clients SSH, la configuration qui est valide pour tout le monde, se trouve dans le répertoire /etc. Alors on va aller faire un petit tour dans le répertoire /etc. Dans le répertoire /etc, il y a un répertoire SSH qui va contenir les détails de tout ce qui est lié au SSH. Eh bien, je vais me connecter sur ma machine, je vais aller sur ma machine, et sur ma machine, donc je vais me placer dans le répertoire /etc/SSH. Donc dans le répertoire /etc/SSH, je vais donc avoir tout plein de fichiers. Quels fichiers? Je vais les passer en revue les uns après les autres, qu'on comprenne à quoi ils servent et pourquoi ils sont là. Le premier fichier de la liste, c'est ce fichier qui s'appelle moduli. Le fichier moduli, il n'est pas fait pour être utilisé directement par l'utilisateur. C'est un fichier qui est géré par SSH. On peut le régénérer avec la commande ssh-keygen en passant certaines options. Et c'est un fichier qui va contenir des données qui sont utiles quand on fait un échange de clés avec le mécanisme Diffie-Hellman. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, en tout cas dans cette vidéo-là, sur ce que c'est que Diffie-Hellman, mais dans l'idée, c'est un mécanisme qui permet à deux correspondants d'échanger, pas vraiment d'échanger, ça permet à deux correspondants de concevoir une clé symétrique, donc qui sera la même des deux côtés, en échangeant seulement une certaine quantité de données qui ne permet pas de calculer cette clé. Alors ça paraît peut-être un petit peu obscur, la méthode elle est bien, s'il y en a qui veulent, en attendant que je fasse une vidéo dessus, aller voir sur Wikipédia le mécanisme Diffie-Hellman. C'est très bien, c'est très astucieux, ça fonctionne très bien. Il y a des prérequis, et puis là il y a un certain nombre de prérequis, de choses qui sont préparées pour Diffie-Hellman et qui sont présentes dans ce fichier moduli. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais passer au fichier ssh_config. Alors, le fichier ssh_config, vous voyez qu'il y a un fichier ici, ssh_config, et ici j'ai un fichier sshd_config. Il ne faut pas les mélanger. Pendant un certain temps, moi j'avais un peu une confusion entre les deux, et ce qu'on va mettre dans l'un n'a pas le même comportement, ne fait pas la même chose que celui qu'on va mettre dans l'autre. Le premier qu'on voit, donc c'est ce ssh-config, c'est la configuration du comportement de la commande SSH quand on est utilisateur. Le serveur SSH, ça va être tout ce qui est dans le fichier sshd_config, le D voulant dire démon, donc c'est la configuration du démon SSH pour le sshd_config. Si je m'intéresse à ce ssh_config, je vous dis que c'est la configuration du client, mais à quoi ça correspond? Le comportement, il est relativement simple. Si jamais je me connecte ici sur un Raspberry Pi qui est quelque part sur mon réseau, raspberrypi.local, voilà, il va me connecter dessus, je tape le mot de passe, que j'ai pas bien tapé, ben non parce que je l'ai changé, voilà, qui me connecte donc sur mon Raspberry Pi. Donc là j'ai fait quoi? J'ai fait, je me connecte en tant qu'utilisateur Pi sur la machine qui s'appelle raspberrypi.local. Dans les épisodes précédents, je vous ai montré que on peut tout à fait, donc là je me déconnecte, on peut tout à fait se connecter en passant des options. Par exemple, je peux activer le serveur SOX en faisant comme ça. Donc là je vais me connecter sur mon Raspberry Pi, et puis en même temps j'ai activé le serveur SOX sur ma machine en local qui ressort sur le Raspberry Pi. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vous voyez les options qu'on a passées ici. Ici, j'ai passé l'option -D5000 pour activer le serveur SOX. Je les ai passées manuellement. De la même manière, je me suis connecté en tant que l'utilisateur Pi sur la machine distante. Et bien, c'est ça la configuration du client SSH. Je peux dire que quand je me connecte sur une machine, eh bien, je me connecterai chaque fois en activant le serveur SOX. Je peux me connecter chaque fois en activant le forward de port. C'est dans ce fichier ssh-config qu'on va donner le comportement par défaut. C'est-à-dire que si je ne passe aucune option, qu'est-ce qui va se passer? Ici, j'ai passé une option pour activer le serveur SOX. Je peux configurer mon système pour que chaque fois que je me connecte sur une machine, ça active le serveur SOX.
Ce qui n'est pas une bonne idée, c'est pour l'exemple que je vous dis ça. Mais on va voir quelques options qui sont intéressantes. Donc pour ça, je vais me déconnecter du Raspberry Pi et je vais regarder à quoi ressemble mon fichier SSH config. Donc là, moi c'est le SSH config, je suis sur macOS, c'est OpenSSH, mais qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? Ici, je vais tout d'abord avoir, vous voyez, dans ce bloc host étoile, toutes ces lignes-là sont commentées. Alors, ces lignes-là sont commentées, mais ça correspond au comportement par défaut de la commande SSH. Host étoile, ça veut dire que, quelle que soit la machine sur laquelle je me connecte, j'aurai ces options-là d'activer. Et ça, c'est le premier truc qui est intéressant. Parce que ça veut dire que, en fonction de la machine vers laquelle je me connecte, je pourrais préparer des options spécifiques. Bon là, étoile, c'est toutes les machines. Alors dans ces options, je ne vais pas toutes vous les détailler. Ça serait un petit peu fastidieux et en plus je ne les connais pas toutes par cœur. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va donner? On va dire ici, par défaut, on ne transfère pas l'agent SSH. L'agent SSH, souvenez-vous, c'est cet agent qui a... Donc je mettrai la vidéo là au-dessus qui concerne l'agent SSH. L'agent SSH, c'est cet agent qui va tourner sur ma machine et qui va mémoriser les clés pour que je n'ai pas à retaper ma phrase de passe à chaque fois. Donc là, on ne le transfère pas sur la machine distante. De la même manière, on n'active pas le tunneling de l'affichage graphique, de l'interface X11. Par défaut, on fait de l'authentification sous forme de mot de passe. On n'active pas l'authentification basée sur des machines. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu ça, c'est ce qui était utilisé par RSH, par Airlogin. Pas forcément une très bonne idée de l'activer. J'ai ici donc le Strict Host Key Checking Ask. C'est quoi? Ça, c'est l'option qui va faire que quand on se connecte sur une machine et puis que la clé publique que la machine nous envoie n'est pas la clé publique qu'on avait mémorisée précédemment, eh bien on va bloquer la connexion. On n'ira pas plus loin. Ici, j'ai quoi? J'ai les Identity Files. À quoi elles correspondent? Elles correspondent aux fichiers à regarder qui vont contenir la clé privée de l'utilisateur. Ça veut dire que si jamais je me connecte en utilisant les clés publiques, clés privées, si jamais je me connecte en utilisant ces outils-là, par défaut, il va aller regarder ces fichiers-là, il va prendre le premier disponible qui contiendra l'identité qu'il va alors transférer à la machine. Et en réalité, lui, ce qu'il a activé, il dit juste qu'il envoie voilà, le send of lang lc underscore étoile. Ça veut dire que quand on va se connecter sur une machine distante, si ma machine elle est configurée avec la variable d'environnement lang en français, en se connectant sur la machine distante, il va transférer cette variable d'environnement, c'est-à-dire la variable d'environnement lang, donc qui était en français local, sera en français à distance au moment où on se connecte. Donc pour résumer, à quoi sert ce fichier SSH config? Ce fichier SSH config va donner les options qui sont automatiquement mises en place au moment où on se connecte vers une machine, du côté de mon client. Je reviens sur ces différents fichiers qui sont dans le SSH. Les options suivantes qu'on va avoir, je les prends par ordre, hein, c'est par ordre alphabétique qui sont donnés ici. Ensuite, j'ai ce fichier-là, SSH underscore host underscore quelque chose. Vous voyez, il y en a plusieurs. Hein. SSH underscore host underscore DSA key, DSA key.pub, ECDSA key, ECDSA key.pub, ED25519 key et ED25519 key.pub, et enfin RSA key et RSA key.pub. Vous voyez que ces fichiers-là sont appairés en fait. Il y a 3 familles de fichiers. Un fichier qui finit par .pub, bah, peut-être que vous l'avez deviné, il s'agit des clés. Clé privée, celle qui n'a pas d'extension, et clé publique, celle qui finit en .pub, correspondant aux clés, aux paires de clés de la machine, pas aux paires de clés de l'utilisateur. Si vous êtes un petit peu perdu avec ça, je vous invite à regarder les 2 premières vidéos de la série qui font bien le distinguo entre les clés, les paires de clés des utilisateurs qui permettent d'associer une identité pour se connecter et les paires de clés des machines qui permettent d'identifier les machines, de se souvenir qu'il s'agit bien de la bonne machine vers laquelle je me connecte. À quoi correspondent ces clés-là? Elles correspondent aux différents algorithmes de chiffrement qui sont utilisés pour ces paires de clés. Ici, il y a une paire de clés avec l'algorithme DSA, une paire de clés avec l'algorithme ECDSA, qui utilise un algorithme à courbe elliptique, l'algorithme ED25519 qui lui aussi utilise un algorithme à partir des courbes elliptiques, et enfin l'algorithme RSA qui lui est un algorithme qui est basé sur la factorisation en nombre premier. Et enfin, ce fichier SSHD underscore config. Cette fois, c'est la configuration du serveur et pas du client. Donc si je vais regarder ce SSHD underscore config, cette fois il va être
un petit peu plus grand. Alors qu'est-ce que je vais avoir d'intéressant là-dedans? Vous voyez qu'il y a pas mal d'informations là-dedans, beaucoup plus que dans le SSH config, parce que là, on va définir comment le serveur va fonctionner. Et la première chose qu'on va définir là-dedans, tout simplement, c'est sur quel port réseau on va écouter. Par défaut, le port du SSH, c'est le port numéro 22. Et bien là, on le voit, port 22, si je décommande cette ligne-là et que je mets une autre valeur, ce qui serait débile, hein, faut pas faire ça, mais enfin en tout cas pas mettre ce port 25, mais là ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je redémarre mon serveur SSH, au lieu d'attendre les connexions sur le port 22 comme il le faisait avant, maintenant il va les attendre sur le port 25. Voilà, je remets comme c'était. Address Family Any, ça veut dire que ça va recevoir les connexions à la fois en IPv4 et en IPv6. Et les deux lignes Listen Address permettent de définir sur quelle adresse IP locale à la machine on accepte les connexions. Ça veut dire que ma machine elle peut avoir plusieurs adresses IP, une adresse A, une adresse B, et on souhaite que les connexions SSH n'arrivent que sur l'adresse A. À ce moment-là, on mettra Listen Address avec l'adresse IP et l'adresse A. Ici, vous voyez qu'il y a 0.0.0.0, ça veut dire que quand on est en IPv4, on écoute sur toutes les adresses IPv4 de la machine. Et puis le Listen Address 2.2. Eh bien, si ma machine elle a une adresse IPv6, on écoute sur toutes les adresses IPv6 de ma machine. Si on n'en a qu'une, on écoutera sur celle-là. Si on en a 3, on écoutera sur les 3 adresses. Ensuite, on a les 3 lignes OSCI qui vont définir et qui font référence aux fameuses clés privées dont je vous parlais juste avant. Ici, ce sont le nom des fichiers qui vont contenir les clés privées qui sont utilisées par cette machine. Alors, comme précédemment, je ne vais pas vous donner le détail de tous, parce que ça peut peut-être être un peu complexe et je ne les connais pas tous. Alors ici, on a une partie logging. Pour la partie logging, ça va être la configuration de comment est-ce qu'on communique avec le bus syslog et avec le démon syslog. Alors, si vous ne voyez pas à quoi syslog correspond, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien là-haut, ainsi que dans la description. Syslog, ici, va recevoir les informations du SSH en utilisant la facility hôte et les informations de type info est supérieur. Voilà, c'est ce qui sera envoyé sur le bus syslog. Alors ici, pour l'authentification, on a quelques informations. Je vais juste vous parler des deux premiers, après je vous laisserai creuser les autres si ça vous intéresse. Le login grace time, c'est le temps qu'on va avoir entre le moment où on se connecte sur la machine et le moment où on est authentifié. C'est-à-dire que si par exemple je m'authentifie avec un mot de passe, je me connecte sur la machine, j'ai là une password qui apparaît, et puis si je vais me faire un café, que je reviens, puis que je tape mon mot de passe, et que ça a duré plus de 2 minutes, eh ben il va me dire que la communication a été coupée. C'est pendant combien de temps est-ce qu'on attend avant que l'authentification soit réalisée? Le permis root login, quant à lui, il va permettre de définir est-ce que l'on autorise un utilisateur distant à venir se connecter en tant que root en local sur la machine. Ici, vous voyez qu'on a, alors on peut avoir yes, on peut avoir no, hein, qui va autoriser ou refuser cette connexion en tant que l'utilisateur root. Ou ici, j'ai prohibit password, qui veut tout simplement dire que l'utilisateur root, oui, il peut se connecter, mais pas avec un mot de passe. Il devra utiliser une paire de clés, donc il faut préalablement l'avoir configuré. Donc combien est-ce qu'il y a d'essais, combien est-ce qu'il y a de sessions. PubKey Authentication, est-ce qu'on autorise l'authentification par clé publique? Ce qui est une bonne idée, globalement. Et si on utilise l'authentification par clé publique, quels sont les fichiers qui vont permettre de l'authentifier? Ici, je vois, par défaut, on va regarder le fichier .ssh/authorized keys dans le répertoire de connexion de l'utilisateur pour voir si l'utilisateur est autorisé ou pas. C'est ce fichier-là qui est rempli quand on utilise la commande ssh-copy-id. Alors après, il y a d'autres choses qui sont mises. Qu'est-ce qui est intéressant de voir? Ici, password authentication yes, permit empty passwords no. Ici, c'est pour autoriser l'authentification par mot de passe ou forcer l'authentification par clé pour tous les utilisateurs. Ici, quelles sont les options que l'on autorise? Par exemple, précédemment, je vous ai parlé du fichier SSH avec l'option Agent Forward. Est-ce qu'on forward l'argent? Est-ce qu'on transmet l'agent SSH vers la machine distante? Il faut également que le serveur l'autorise. Et ici, Allow Agent Forwarding Yes, ça veut dire que oui, j'autorise l'agent SSH à arriver sur ma machine. On peut l'interdire. De la même manière, pour le forward de port, vous savez que le -L ou -R dont j'ai parlé dans une vidéo sur justement ces options-là, on peut le mettre du côté du client. Le serveur peut choisir de refuser de le réaliser. Ça se configure également du côté du serveur. Donc là, il y a plein de choses comme ça qui sont autorisées ou interdites. Ici, on a évidemment la liste des variables d'environnement qu'on autorise à recevoir et à configurer sur la machine. Et puis voilà. Donc c'est un fichier qui peut être assez complexe, mais qui va définir donc
qu'est-ce que le serveur SSH va autoriser de la part du client à venir faire sur la machine. On peut, par exemple, alors là l'option elle n'est pas affichée, mais elle existe, on peut interdire l'utilisation du proxy SOX. On peut le bloquer. C'est-à-dire que si je peux me connecter sur la machine distante, je passe option -D5000 pour activer le proxy SOX, eh bien, quelles que soient les informations que j'enverrai sur le proxy SOX, ça ne sera pas transmis, le serveur va refuser ces informations-là. Alors on peut se dire, du coup, c'est tout. Voilà tout ce qu'il y a dans la configuration de SSH. Eh bien non, parce que si je retourne dans mon répertoire domicile, je regarde, il y a bien un répertoire qui s'appelle .ssh et qui, comme vous le voyez, a des permissions qui sont assez restrictives. Alors on va aller se passer dans ce fichier-là, et puis on va regarder ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors dedans, ici, je vais avoir pour le moment deux choses. Pour le moment, je vais avoir ID RSA et ID RSA.pub, donc c'est ma paire de clés, la paire de clés de mon utilisateur qui sont définies dans ces fichiers-là, qui sont des clés de type RSA. J'ai ce fichier non-host. Ce fichier non-host, il va contenir la liste des clés publiques des serveurs vers lesquels je me suis connecté. Souvenez-vous, quand on se connecte pour la première fois vers une machine en SSH, il va nous envoyer sa clé publique et on va avoir l'invite de commande qui va nous proposer de sauvegarder, de se souvenir, d'accepter cette connexion. Et si on accepte cette connexion, on va se souvenir de sa clé en l'enregistrant, tout du moins en enregistrant une empreinte de cette clé-là dans le fichier non-host. Ce qui fait que la deuxième fois où on se connecte sur le serveur, cette fois, il ne nous propose pas d'accepter la connexion, il va directement la prendre en compte. Parce que tout simplement, il a vu que la clé qu'il a reçue correspond à l'empreinte qui avait été enregistrée dans le non-host. Et ce qu'on peut faire, et ça c'est assez intéressant, c'est que dans ce répertoire-là, je peux faire un fichier config. Alors, pour illustrer ça, regardez ce qui se passe si je tente de me connecter sur mon Raspberry Pi, raspberrypi.local, et que je ne précise pas le nom d'utilisateur que je vais utiliser. Il tente de me connecter en tant que l'utilisateur Yves, ce qui m'arrange pas du tout, puisque l'utilisateur sur ma machine Raspberry Pi, c'est l'utilisateur Pi. Donc, je fais CTRL-C, si jamais je veux me connecter, je suis obligé de faire pi@raspberrypi.local ou -lp pour dire j'utilise le login Pi. Alors moi j'aime bien utiliser cette syntaxe-là parce que je la trouve personnellement plus explicite. Donc là je suis obligé de faire ça chaque fois que je me connecte sur la machine. Ce qui des fois est un petit peu casse-pied. Ici pour cet exemple-là, ça va. Mais quelquefois, quand on a, par exemple, moi, sur certaines machines, je suis Yves, sur d'autres machines, je suis YRougis, sur d'autres machines, je suis Hero, sur d'autres machines, enfin, il y a j'ai plein de logins différents, et il faut que je me souvienne que sur telle machine, j'utilise tel nom de login. Eh bien, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que je vais créer un fichier qui va s'appeler config. Et dans ce fichier config, je vais définir que pour la machine qui s'appelle raspberrypi.local, je vais définir l'utilisateur Pi. Voilà. Si je fais ça, je vais cette fois me reconnecter en tant que Raspberry Pi, voilà, SSH raspberrypi.local, et il me demande le mot de passe de l'utilisateur Pi. Ça veut dire que sans que j'ai à préciser là pour mon utilisateur, sans que j'ai à le préciser, automatiquement sur cette machine-là, eh bien, il ne se connectera pas en tant que Yves, il se connectera en tant que Pi. Et je peux faire plusieurs blocs host ici dans mon fichier config pour préciser sur telle machine c'est Hero, sur telle machine c'est YRougis, etc. Mais on peut aller un petit peu plus loin. On peut aller un petit peu plus loin parce que ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on peut également préciser d'autres options. Par exemple, on peut dire que sur cette machine-là, le port sur lequel on va se connecter, c'est pas le port standard du SSH qui est le 22, je vais me connecter sur le port 2022 par exemple. Alors moi je vais mettre 22 pour pouvoir continuer à pouvoir me connecter parce qu'il tourne sur le port 22. On peut par exemple dire également que identity file, que le fichier à utiliser qui va contenir ma clé privée ici en local sur la machine, c'est le fichier .ssh slash par exemple id underscore rsa underscore raspi. Voilà, raspi. Là je dis quoi? Je dis que c'est pas le fichier id underscore rsa qui est le fichier par défaut utilisé, c'est le fichier dont j'ai mentionné le nom ici. Alors là il n'existe pas, mais je pourrais tout à fait le créer avec la commande ssh-keygen. Du coup celui-là je vais pas le garder parce qu'il n'est pas forcément très intéressant, mais ce que je peux faire ici, c'est rajouter par exemple quelque chose qui dit local forward, et bien là c'est quand je fais l'option -L pour faire du forwarding de port. Ici local-forward, je peux dire que le port
10 000 en local, va aller se connecter sur la machine 192.168.72.137 de point 80. Ici, alors je suis pas sûr de la syntaxe, vérifie la syntaxe. La syntaxe n'est pas tout à fait celle-là. C'est comme ça, voilà. La syntaxe, c'est que local forward, le port sur lequel on écoute en local, et la destination. Alors j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo avec des personnes avec qui vous pensez que ça pourrait apporter quelque chose, à qui ça pourrait apporter quelque chose. C'est en partageant mes vidéos qu'on fait découvrir la chaîne et qu'en plus ça m'encourage moi à continuer à en faire d'autres. Ça n'est qu'un épisode de plus dans cette série SSH, il y a encore d'autres choses qu'on va pouvoir explorer. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Vous pouvez également nous retrouver sur le serveur Discord, évidemment je mettrai les informations dans la description de la vidéo. Je suis également assez actif sur Twitter, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif, donc vous pouvez me suivre là-bas également. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!